Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là encore une fois, de nous suivre régulièrement dans votre espace Bonjour d'Algérie. Nous serons ensemble jusqu'à 10h du matin avec bien entendu des reportages et surtout des plateaux et des invités tout à fait intéressants. Nous aurons le plaisir de retrouver Nassima Djaïdir dans la rubrique Mosaïque. Elle aura aujourd'hui pour invité la galeriste Amel Mihoub. Elle viendra nous parler de cette exposition collective qu'elle a pu réaliser et surtout suivre à travers cet espace de la galerie Le Pan. Nous aurons également à parler aussi d'une plateforme, une nouvelle plateforme de mise en relation des médecins et des patients. Il sera sur notre plateau dans un tout petit moment, le fondateur de cette plateforme. Et puis nous aurons également à parler de l'huile d'olive. Beaucoup de concours sont organisés en ce moment, après bien sûr le concours national de l'huile d'olive. Nous en avons parlé sur ce plateau. Il y a eu aussi ce beau trophée qui a été remporté par l'Algérie en Grèce. Eh bien, ça continue puisque l'huile d'olive participe surtout avec, bien entendu, ses détenteurs à plusieurs concours internationaux et grâce à leur téméraire, ils sont téméraires et surtout leur engagement, ils continuent à rafler des prix. Nous aurons le plaisir d'avoir sur notre plateau des médaillés d'or à ce concours en France avec leur huile d'olive. Et puis on aura aussi le plaisir d'avoir parmi nous une nouvelle rubrique, c'est la rubrique Child Bull. C'est pour parler de cet univers des enfants. Elle nous parlera de musique, son engagement et surtout sa passion pour la musique. Tout ceci avec Maïssa Bellaroussi qui sera sur notre plateau tout à l'heure. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment, comme d'habitude, j'espère en tout cas. On va commencer en musique avec une belle chanson signée Hakim Salhi, Jazairuna. Jaza, 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 Jazairana, Jaza, 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 Jazairana, Jaza, 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 Jazairana, Jaza, جزائر هي وطني، أنا منها وهي مني، كل ما راهي تسحقني أنا راني واجب ليها. جزائر اللي تسترني وقت الشدة ترفدني، مع أحبابي ديما تلمني، كيفاش ما نموتش عليها. بلادي أنا نبغيها، جزائر ما نفرط فيها، كل ما نريد فيها، ما نخلوهاش هذه بلادنا، ما نخلوهاش هذه بلادنا، ما نخلوهاش. سوخ بيها مع البراني، واللي فيكم كذبني يقرا كتابات عليها، جبالها تريحني وبحرها ردني نغني، نظرها تخلويني اللي زورها يولي ليها. بلادي أنا نبغيها، جزائر ما نفرط فيها، فيها يا عندي فيها كل ما نبغيت فيها، ما نخلوهاش هذه بلادنا، ما نخلوهاش
وحشها وشوقها والرضمي فيها كل شي يعجبني ما كان حاجة تنسيني فيها اسمها في لساني ساكنة قلبي بخلاوي والديا والصوني الجزائر نتهلا فيها بلادي أنا نبغيها جزائر ما نفرط فيها فيها يا عندي فيها وكل ما لقيتو فيها ما نخلوهاش ما نخلوهاش هذه بلادنا ما نخلوهاش ما نخلوهاش ما نخلوهاش هذه بلادنا ما نخلوهاش جزائر أنا تمام Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces rythmes et surtout un hymne à l'Algérie, son pays bien entendu. Et c'est ce que font nos jeunes aujourd'hui. Ils sont là à trouver des solutions pour aider aussi leurs compatriotes. Eh bien, c'est ce qu'a fait notre invité ici présent, Abdessabour Benzegan. Bonjour. Bonjour, merci Bienvenue. pour l'invitation, madame. Marhaba bik. Allah yسلمك. Merci beaucoup pour l'invitation. Allah yسلمك. Alors, vous êtes donc le fondateur de Sehatek. Donc, c'est ce que vous portez d'ailleurs fièrement Exact. sur votre t-shirt. Avec fierté. Avec fierté. C'est une plateforme qui met en relation les médecins et surtout les patients, les personnes qui se sont inquiétées durant surtout cette période. Exactement. Donc là, nous sommes une plateforme qui met en relation les professionnels de santé avec les patients Oui. et surtout durant cette période de pandémie. Donc nous avons remarqué une problématique, c'est que le patient, une fois il remarque des symptômes ou là il tombe malade, la qaddar Allah, donc il a deux choix. Donc soit il va chez le médecin, c'est-à-dire, et là, entre parenthèses, on a vraiment peur d'y aller actuellement chez les établissements de C'est santé, vrai. les hôpitaux, etc., peur de contamination. Soit il va vers l'automédication. Et c'est très dangereux. Donc des fois ça réussit, des fois elle Ça a réussit pas, vraiment tout à fait. des effets On très, a très toujours condamné l'automédication, Exactement. surtout ça s'est fait de plus en plus ces derniers temps. Exactement. Et ça peut porter préjudice à la personne. Exactement. Donc, et même s'il se déplace, il décide de se déplacer vers un établissement de santé, évidemment, il va éviter les hôpitaux puisqu'ils sont déjà vraiment surchargés. Donc, il ira vers les cabinets médicaux, mais il ne connaît pas ses horaires de travail. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? C'est ça. Est-ce qu'il travaille? Il ne travaille Voilà. pas? Donc là, justement, vient... Surtout que, bon, maintenant c'est un petit peu plus clair, mais au tout début donc, de la pandémie, au tout début bien sûr de l'apparition du Covid Ouais. ici en Algérie, il y a eu beaucoup d'incertitudes et beaucoup aussi de réflexes qu'on ne connaissait pas et il fallait tout de suite adopter. Alors Exactement. cette plateforme a vu le jour justement il y a assez longtemps quand même, au tout début. Exactement. Donc, Vous y avez réfléchi. Voilà, exactement. Donc, tout à fait au début, donc, nous avons réfléchi à ce que de développer une plateforme. Enfin, la vision en général, c'est d'accompagner les divers acteurs de l'écosystème de la santé, Oui. les patients, les médecins, les établissements de santé, les cliniques, les hôpitaux, les accompagner professionnellement le long de leur transformation digitale. Donc, notre objectif, c'est de digitaliser, de participer à digitaliser le secteur de la santé. Voilà. Et vous avez fait comment pour essayer donc de brasser large, aller voir tous ces professionnels de la santé, médecins, médecins généralistes, spécialistes, etc., pour Exactement. pouvoir les convaincre? Exactement. Alors que nous avons toute une équipe qui se déplace chaque jour, porte à porte, chez les D'accord. médecins. Où, alhamdoulilah, les médecins adhèrent massivement à notre plateforme. Ils sont Oui. très, très satisfaits. Voilà, parce que nous avons une proposition de valeur très particulière, très innovante et on est les seuls actuellement qu'on propose ça. Par exemple. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait aux professionnels de santé? Donc, on leur offre tout un outil de gestion de rendez-vous complet en ligne. Donc, ça va leur permettre déjà de gérer les rendez-vous de leur établissement de santé d'une façon très adaptée à l'algérienne. Donc, c'est pas du copier-coller à ce qui existe à l'étranger. D'accord. Donc, c'est adapté à l'algérienne, purement culture algérienne. Et en même temps, donc, nous avons tout un système de visibilité pour ces professionnels de santé. Parce que, donc, généralement, il y a des cabinets même, et
a 2 ans, 3 ans d'exercice, mais des patients qui sont juste aux alentours, qui ne le connaissent pas. Donc là, justement, ça rentre dans notre vision, c'est faire rapprocher le professionnel de santé et les patients. Donc le patient, déjà, il va connaître ce médecin, 6 services, donc soi-disant tout un cabinet virtuel sur notre plateforme. Il contient les services, la géolocalisation, les photos du cabinet. Donc le patient déjà, extraordinaire. Il est plus rassuré. Plus rassuré. Il aura la sait visibilité là où il va. Voilà. Donc exactement. Donc là, c'est une proposition de valeur qui est assez justement importante, avec plus de détails dedans en tous les cas. Ensuite, justement, durant la pandémie, nous avons lancé ce qui était vraiment très urgent à lancer, les consultations par téléphone, donc la téléconsultation. Justement, leur but, c'est de remédier aux problématiques que je viens de citer avant. C'est le déplacement. Voilà, pour éviter la prise de risque, surtout si c'est des sujets âgés. Exactement. Donc la première des choses déjà, c'est désengorger les hôpitaux, les établissements de santé. La deuxième des choses, c'est d'éviter tout type de contamination. La on ne sait jamais. Et voilà, avoir une facilité au patient pour justement lui rassurer, surtout psychiquement, le côté psychique. Ces derniers temps joue un grand rôle. Des fois, le psychique, qui fait faire sortir les symptômes ou les maladies. Donc, le patient, il sera plus rassuré, plus sûr. Et en même temps, il règle. Nous avons eu beaucoup de témoignages des patients, alhamdoulilah. Donc, je vous donne quelques chiffres. L'initiative de la téléconsultation, on a eu presque 600 médecins bénévoles, professionnels de santé bénévoles à ça, donc toutes spécialités confondues, médicales et paramédicales, et les patients, donc beaucoup de rendez-vous qui ont été pris, beaucoup de consultations par téléphone qui ont été faites, et les patients sont très très satisfaits, donc ils nous disent que j'ai pu régler le problème de ma mère, de mon père, sans se déplacer, etc. Surtout, questionner donc le médecin, enfin le médecin qui questionne le patient beaucoup plus bien sûr, c'est le médecin qui va poser toutes ces questions, qui va écarter le risque surtout, c'est ça le plus important, et éviter bien sûr donc de se déplacer dans les hôpitaux. On a une démonstration finalement, on va voir un petit peu comment ça se passe avec cette application, cette nouvelle application qui a été mise en ligne. On y va. Voilà. Alors, vous l'avez, c'est ça, regardez. Regardez, c'est ça. Vous pouvez commenter, allez-y. Très bien. Donc, alors, voilà. Donc là, ça, c'est la plateforme. Donc, le patient, il pourra faire une recherche. Ensuite, il aura un résultat de médecin, c'est-à-dire bénévole à la téléconsultation. Par exemple, il a choisi la spécialité qu'il veut. Ensuite, il aura tout un profil, vous voyez là, les photos, les services, la géolocalisation et tout un agenda encore, l'outil de gestion de rendez-vous. Il va se connecter rapidement, créer un petit compte sur Sehatech. Ensuite, il va choisir l'horaire et l'heure qu'il arrange. Et l'horaire, c'est un intervalle horaire. Donc, ce n'est pas des horaires vraiment fixes. C'est un intervalle pour donner plus de flexibilité et pour s'adapter justement à l'environnement extérieur de l'Algérie. Donc, il va saisir ses coordonnées. Et voilà, il confirme. Très bien. Donc là, l'agenda apparaît. Il y a un code couleur, c'est-à-dire occupé, disponible, etc. Indisponible pour le médecin. Donc, il va choisir l'heure et le jour qui le convient. D'accord. Il va prendre son rendez-vous et ensuite le médecin recevra une notification avec tous les détails du patient, le nom, le prénom et le numéro de téléphone. Il pourra même être en contact avec lui, avec l'heure et le jour du rendez-vous. Par exemple, Monsieur Absabour, il va me contacter tel jour et telle heure. Donc, je vais recevoir son appel. Et le patient également, il reçoit des notifications de rappel avant son rendez-vous. Voilà, donc là, déjà, ça aide. Exactement, ça aide le médecin à se rapprocher de son patient. Et même une petite anecdote, une fois un patient il a pris un rendez-vous, ensuite il a dû rater son rendez-vous avec 10 minutes, là, un quart d'heure, le médecin il l'a appelé. Il l'a appelé, exactement. Il l'a appelé parce qu'il a reçu le numéro de téléphone. Chaque médecin a tout un compte personnalisé, il reçoit tous ses rendez-vous, l'historique des rendez-vous qu'il a fait, tous les détails des patients. Donc c'est une prise de rendez-vous avec un outil complet de gestion complet. D'accord. Mais justement, le médecin travaille toute la journée et au-delà donc, de ses horaires de travail, comment est-ce qu'il fait? Justement, là vraiment, je rends hommage aux professionnels de santé. Nous avons fait un formulaire d'inscription là où le médecin il pourra choisir les horaires là où il se porte bénévole. Donc, ce n'est pas toute la journée. Et nous étions vraiment choqués. Les médecins cabinaires, les médecins privés, les médecins publics, l'hôpital, chacun a donné selon ses capacités. Quelqu'un qui nous a donné, par exemple, même les hôpitaux, ils donnent toute la journée.
journée, comme vous venez de dire, le soir, et donc il nous dit par exemple de 18h à 20h, ou là le week-end, ou là chacun sa disponibilité. Justement, ce qui est intéressant, l'outil de prise de rendez-vous, donc l'agenda qui apparaît, c'est pas toute la journée, à tout moment vous pourriez appeler. Donc vous allez prendre rendez-vous selon la disponibilité du médecin, qui est la meilleure, qui l'a décidé de. Et en cas d'urgence, surtout la nuit, bien sûr. Bon, sincèrement, ce genre de système n'est pas fait pour les urgences. Donc c'est fait pour une consultation peut-être, pour un conseil, mais en cas d'urgence, donc il doit se déplacer soit au cabinet, soit aux établissements de santé. Là, on ne pourra pas éviter. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est en tout cas une très bonne chose d'avoir mis en relation donc le patient et avec les médecins surtout spécialistes, qui ont eu donc surtout les patients ont eu du mal à avoir des rendez-vous et caler surtout pour renouveler leur ordonnance, renouveler aussi leurs médicaments au niveau des officines. Alors, il faut rappeler déjà d'où est-ce que vous venez, parce que ce sont donc des ingénieurs informaticiens, tout comme vous êtes ingénieur en informatique, c'est ça? Informatique industrielle, exact. Bon, vous avez été diplômé en 2013? En 2013, j'ai fait mes études à Boumerdas, à l'INH, donc à la faculté de l'INH de Boumerdas. Vous avez exercé pratiquement pendant 3 ans? Voilà, j'étais en mode salarié entre 3 et 4 ans dans des sociétés nationales et multinationales, coréennes plus précisément. J'ai eu une certaine expérience dans le monde professionnel. Et d'ailleurs, donc l'idée de créer ma propre start-up était bien avant, donc quand j'étais à l'université, j'ai pu prendre un peu de l'expérience durant mon statut salarié, on va dire. Ensuite, j'ai lancé ma propre entreprise. Et justement, c'était c'est-à-dire le bail des incubateurs qui existent ici en Algérie. Par exemple, j'ai commencé à l'incubateur de l'AMPT, de Zeralda. Donc, ça m'a vraiment été très, très utile. J'étais coaché, c'est-à-dire j'étais vraiment coaché et en même temps, on passe du statut ingénieur purement technicien à un statut entrepreneur, manager. Donc, c'est très important. C'est ça le but des incubateurs. Donc, alhamdoulilah, on a participé dans pas mal de compétitions. On était lauréat, on était parmi les finalistes. Justement, d'ailleurs, l'étincelle. Ça vous a boosté à aller de l'avant, à changer donc, de créneau, parce que le domaine médical, c'est pas votre domaine. Exact. Vous avez baigné dans tout ce qui est informatique, etc. Mais vous avez réussi à trouver des jonctions entre les deux secteurs. Exactement. En fait, par rapport au secteur sanitaire, sincèrement, on a fait un sondage. C'est-à-dire, nous avons eu l'idée de faire un système de prise de rendez-vous, puisque toutes les chaînes sont débordées. Mais nous avons fait un sondage. Quel est le secteur le plus urgent là on doit activer? Et nous avons trouvé bien évidemment le secteur sanitaire avant tous les autres secteurs. Donc voilà, on a commencé à déjà créer la plateforme, à réfléchir, à trouver donc ces outils, ces solutions. Exactement. Et bien entendu, réfléchir énormément. Réfléchir et beaucoup plus, madame, réfléchir justement, je prolonge le vecteur, réfléchir à s'adapter à la culture algérienne et à l'environnement algérien. C'est pas évident. Donc un système peut-être de loin, ça paraît c'est-à-dire un système simple, prise de rendez-vous, mais c'est pas du tout la même chose à ce qui existe à l'étranger. Donc il est vraiment purement 100% adapté à notre culture, à notre environnement, dans pas mal de choses. Et c'est ça justement qui a fait le succès Tana. Donc les patients sont très satisfaits, les médecins sont très satisfaits également. Donc les médecins, ils nous disent qu'on a eu déjà des systèmes pareils comme ça, donc pas plus développés que nous, mais c'était pas vraiment utile. Pourquoi? Parce que ça c'est pas adapté à notre environnement. C'est des systèmes qui voulaient faire... C'est des systèmes de gestion, donc peut-être de prise de rendez-vous uniquement. Mais c'est vrai que ça peut être utile, mais le vôtre a été peut-être plus adapté, comme vous le dites. Selon le témoignage des professionnels de santé et des patients, alhamdoulilah, ils sont très très satisfaits. C'est ça notre but, de faire la jonction entre les deux et de créer cet écosystème digitalisé. Ça a été un vrai travail aussi de prospection sur le terrain. Vous avez été vers les médecins. Ça a été un travail en amont qui a été réalisé d'abord pour pouvoir convaincre les médecins de l'utilité de cette plateforme et aussi d'adhérer à votre système informatisé. Je vous remercie pour cette remarque. D'ailleurs, justement, on a vraiment galéré pour avoir une base de données des médecins qui existent déjà. Vous en avez combien actuellement? 8600. Plus de 8600. Sur tout le territoire? Sur tout le territoire national. Et on essaye d'avoir tous les médecins, tous les professionnels de la santé comme le territoire national. Alors, alhamdulillah, actuellement, nous avons plus de 8600. Pour l'initiative de la consultation par téléconsultation, on a presque 600 qui se sont adhérés. Actuellement, on a presque 1000 à 1200 patients qui rentrent, utilisateurs qui rentrent sur notre plateforme et qui visitent presque entre 3000 à 5000 pages ou le profil de médecins comme celle-là et prennent rendez-vous. Donc, alhamdulillah, c'était très utile et on est fiers que notre service a été utile durant le Covid et maintenant et après. Donc, ça va justement
justement participer à digitaliser ce réseau. Par la suite, on va intégrer encore les pharmaciens, on va intégrer d'autres acteurs. C'est ça notre but, c'est de digitaliser le secteur de sanitaire, comme les acteurs de l'écosystème de la santé. Et répertorier, ça va aussi être utile même pour un GPS, dire voilà, voilà, il y a un médecin, il y a un spécialiste dans les environs, par exemple. Exactement, exactement. C'est beaucoup plus ça parce que quand même beaucoup de médecins, oui, ils existent, mais maintenant, sur GPS, maintenant, sur Internet, là, ils tapent juste sur Google ou là sur Sihatak, un médecin, même pas le nom, un rhumatologue à Alger, vous aurez toute la liste avec les GPS, des rhumatologues, avec les GPS, avec les numéros de téléphone, avec les services qu'il assure, parce qu'entre un rhumatologue et un autre, peut-être qu'il y a un service que vous allez trouver chez X et ne pas chez Y, donc il va avoir quand même les services à exercer. Donc c'est un cabinet virtuel sur Internet et le patient il pourra facilement, au lieu qu'avant il se déplace peut-être 2-3 communes ou 20 km, peut-être il est juste devant lui un médecin qui assure le service qu'il a besoin. Exactement. Alors vous avez aussi participé à des concours, vous me disiez, vous avez eu des prix. Beaucoup de prix et beaucoup de concours. D'ailleurs, l'étincelle de création de Sihatek, c'était le concours T-Start. Donc, c'était un concours pour les jeunes Algériens, le meilleur business plan en Algérie. On était lauréat. Et justement, là, on a démarré. On a gagné un petit fonds, une incubation pendant une année et demie. Et c'était le démarrage. On a participé dans pas mal de compétitions internationales. Donc, par exemple, MIT, voilà, Massachusetts. Exactement. À Oman, on était finaliste. On n'était pas lauréat, mais on était finaliste parmi les 10 finalistes. C'est pas rien, c'est une ville dans une ville. On était les seuls Algériens. On a représenté l'Algérie à Sultanat Oman. On a participé à Seed Stars aussi, à la Suisse. Donc, Seed Stars algérien, on était parmi les 10 finalistes. On a participé à pas mal de compétitions, alhamdoulilah, des concours, et même à des programmes d'accélération. Donc, on a des programmes d'accélération et d'incubation. On est toujours sélectionné et il nous aide à justement développer encore la start-up. Et grâce à cette expérience et tout ce que vous avez pu vivre depuis, bien sûr, cette création de start-up, vous aidez aujourd'hui les jeunes qui vont débuter, qui viennent, ils sont tout jeunes, tout frais dans cet univers d'incubateur. Exactement. Merci beaucoup pour cette remarque parce que ça me touche principalement. Justement, donc d'ailleurs, on était la semaine passée dans le Hack Algérie, peut-être vous l'avez entendu parler. J'étais mentor, j'étais coach durant On les a reçus la semaine dernière d'ailleurs, l'organisateur, très bien, donc FCE et Abdelkarim. Donc voilà, j'étais coach. Déjà justement, je veux actuellement transférer ce que j'ai appris pour justement les jeunes qui viennent d'arriver au marché, qui veulent lancer les startups, surtout durant la crise, cette pandémie-là. Et l'entrepreneuriat, pour être franc, donc l'entrepreneuriat avant Covid et après Covid, il y a beaucoup de changements. On doit beaucoup s'adapter à ce qui va venir. On doit énormément passer à la numérisation, c'est indispensable. Et pour vous, ça sera aussi du pain béni, parce que ça sera l'utilité de pouvoir rapidement accéder à des prestations de services. Exactement, le paiement en ligne, la signature électronique, les dossiers des patients digitalisés, la téléconsultation. J'espère bien que ça va se développer, la télémédecine, puisqu'actuellement nous sommes en train de préparer, donc d'avancer dans ça, préparer la vidéoconsultation. La vidéoconsultation malheureusement nécessite un peu un bon débit d'internet pour justement avoir le bénéfice de 100% à ça. C'est ce qu'on dit, c'est toute cette difficulté peut-être d'obtenir rapidement un service. C'est pourquoi on est pressé peut-être de passer à la 5G. Oh ouais, à la 5G. Inch'Allah, ça va régler beaucoup de problèmes, la 5G. Paiement en ligne, alhamdoulilah, donc ça se lance déjà. Le paiement par téléphone récemment, la SATIM donc l'a lancé. Donc, alhamdoulilah, si toutes ces conditions se réunissent avec notre solution et notre service, on va également entamer la téléconsultation. Ça fait une année en France où elle a été démarrée, donc c'est pas vraiment déjà, donc on vient... On a vite rattrapé. On va les rattraper, peut-être les doubler, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, on parle beaucoup de on. Qui êtes-vous et combien êtes-vous dans votre groupe et votre start-up? Très bien. Donc, en fait, on est un groupe de jeunes, 7 personnes. Donc, on a dans diverses disciplines, marketing, développement, évidemment, développement web, mobile, dans l'office management, les commerciaux, alhamdoulilah. Et nous avons également un coach que je viens justement, je tiens l'occasion pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est un coach algérien qui est basé en Allemagne, Monsieur Youssef Hamadesh. C'est un coach senior dans la transformation digitale. Donc il nous a vraiment beaucoup aidé pour y arriver à cela. Et Mazel, on est ensemble et on va Inch'Allah avancer. Nous sommes en train d'avancer d'une façon professionnelle et selon les normes internationales. Donc on n'est pas juste, c'est-à-dire on a une vision, on a une mission.
et une vision à long terme même. Et Inch'Allah, on va y aller vers l'international, c'est pas juste C'est beau ici en cette Algérie. interactivité et surtout ce contact avec les Algériens qui se retrouvent un petit peu partout dans le monde et ce lien que vous avez entre cette jeunesse qui est très vive aujourd'hui. On l'a eu hier, donc on a eu un exemple comme ça de deux jeunes Algériens qui travaillaient ici en Algérie, mais avec des Algériens aussi qui travaillent et réfléchissent pareillement sur différentes thématiques. Exactement. En tout cas, bravo à vous. La diaspora, justement, alhamdoulilah, la diaspora actuellement pense beaucoup à l'Algérie. D'ailleurs, hier, j'avais un appel avec un ami qui est à Luxembourg. Donc, la même chose, il me dit que c'est vrai, je suis à Luxembourg, mais je pense vraiment à donner une valeur ajoutée à l'Algérie. Je veux investir en Algérie, je veux donner quelque chose de valeur. Ils ne sont pas avares, en tout cas, de connaissances et donc de prestations. Exact. Déjà, ils vont nous transférer un peu ce qui existe là-bas et en même temps l'adapter ici en Algérie et le développer parce qu'on va commencer là. C'est un bel échange. Là, justement, on va commencer là où les autres sont, c'est-à-dire ont terminé. Donc, et en même temps, on développe selon notre culture et notre environnement. C'est ça l'objectif. En tout cas, bravo à vous, Abd Sabour Benzegan. Vous êtes donc le fondateur de Sehatok. Donc, toutes les personnes qui voudraient poser des questions, s'informer sur, bien sûr, un problème de santé, vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui en ligne et bien sûr grâce à la consultation. Voilà. Merci beaucoup à vous et bonne chance encore une fois. J'espère que vous reviendrez bientôt avec une autre application. Avec un grand plaisir. On prépare des surprises, Inch'Allah, par la suite. Très bien. Eh bien, on va parler justement, nous venons de fêter la journée nationale donc, de notre indépendance. Le 5 juillet, c'était aussi la fête de la jeunesse. On est fiers de notre jeunesse, de les voir évoluer et s'épanouir avec bien sûr le travail et surtout construire l'Algérie ensemble. Nous allons voir ensemble des souvenirs partagés surtout avec des personnalités et des personnes qui ont vécu le 5 juillet. Lamia Bedbouda, notre journaliste, a pu interviewer des personnes qui nous racontent justement des souvenirs évoqués par Reda Amrani et Yamina Cherad Ben Nasser. Regardez, on se retrouve juste après. À la Fondation Casbah, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Reda Amrani est le fils d'un membre du FLN. Baignant dans un milieu nationaliste, il a vécu les affres de la guerre. À l'indépendance, il n'avait que 16 ans. Ses souvenirs sont indélébiles. Deux scouts, une fille et un garçon ont fait cette levée des drapeaux, la première levée des drapeaux officielle. Le 3 juillet, j'ai assisté à 1h au Rocher Noir. Ce qui m'a marqué, c'est que pendant la levée, la première levée des couleurs, j'avais en tête, je vous assure, hein, c'est exact, j'avais en tête tous les chouhada que j'ai connus. Et donc je voyais monter le drapeau et toutes les images de ces chouhada. Il y avait Mohamed Lissir, Mohamed Hamada, il y avait Mohamed Zoubiri, il y avait Mahmoud Haddad, Abdelkarim Haddad, il y avait Omar Taleb, il y avait Mohamed Maghraoui. Je tremblais, j'étais figé, je pleurais sans m'en rendre compte. Je voyais le drapeau et toutes ces images de chouhada qui passaient entre les yeux. Ces chouhada que j'ai connus, qui sont tout proches, c'est des voisins, c'est des amis. Ça ne parle pas de tout le reste. C'est ça ce qu'on ressent. Et on ressent Hadja, il y avait quelque chose qui m'écroule au Kora. Il y avait quelque chose. Mais c'était sans m'en rendre compte. 2 jours plus tard, l'indépendance est officiellement proclamée. La joie est incommensurable. Les Algériens sortent tout âge confondu pour scander Tahia el-Jazair. Tout le monde faisait couser la couture des drapeaux. Tout le monde voulait coudre son propre drapeau. Mais il y avait encore autre chose. Les gens achetaient des jupes, ce qu'on appelle les jupes Charleston. Donc elles étaient plissées au niveau du genou et juste au-dessous c'était plat. Jupes vertes, des chemisiers blancs et des rubans rouges. Donc toutes les femmes, toutes les filles étaient habillées comme ça. On dansait dans la rue. Ça nous est jamais arrivé. Les femmes dansaient, c'était quelque chose d'extraordinaire. Par la suite, Reda Amrani s'accrochera à un camion pour atterrir à la base de Sidi Fredj, là où il verra les architectes de la Révolution. Et là-bas, il y avait encore une deuxième levée des couleurs. Et c'est ce jour-là où moi je m'étais avancé presque au truc, derrière les militaires, derrière tous les moudjahidines et tout, presque au 2e ou au 3e rang pour voir la scène. Et il y a eu la levée des couleurs
Vous savez qu'est-ce qui a fait la levée des couleurs? Je l'ai vu pour la première fois. C'était le colonel Mohamedou El-Hajj de la Wilaya 3. C'était le plus vieux colonel. Il y avait succédé à Meroche. Et tout le monde me disait, on disait, ah, colonel Mohamedou El-Hajj. C'était ce 5 juillet vers 3 heures de l'après-midi, la première fois de ma vie où je voyais le colonel Mohamedou El-Hajj dont on entendait parler. C'est forgé dans la tête. C'est pas inscrit, c'est forgé, ça part pas. Yamina Cherad Benasser avait 20 ans lorsqu'elle rejoint le maquis dans la Wilaya 2 historique en tant qu'infirmière. 6 ans au maquis ont marqué à tout jamais la vie de la maquisarde qui, le jour de l'indépendance, sera à Constantine. Le jour de l'indépendance, c'est une journée dont je me rappellerai tout le temps parce que je l'ai passé d'abord toute la matinée à pleurer. C'était une journée de joie, de peine, de souvenirs. Et je me rappelle très très bien cette journée parce que j'ai passé ma journée jusqu'à l'après-midi à pleurer, à me rappeler le bon et le mauvais de cette révolution. En cette journée mémorable, nos pensées vont vers ces hommes et ces femmes qui se sont sacrifiés pour que le peuple algérien puisse jouir pleinement de son indépendance. Gloire à nos martyrs. Gloire à nos martyrs et des souvenirs qui marquent encore nos surtout martyrs et surtout des personnes qui ont vécu et cette guerre de libération nationale. Alors Nassiba, bonjour. Bonjour Emel, bonjour à vous tous. Vous connaissez aussi ces personnes d'ailleurs qui ont beaucoup apporté. D'ailleurs, vous racontiez cette anecdote. Tout à fait. Yamina Cherad, disons que pendant des années, elle a milité, elle a combattu durant la guerre de libération nationale et elle a un très au maquis. Oui, elle était au maquis. Elle a même perdu son mari qui était pharmacien. Ouais. Des moments très douloureux. Et elle a eu un enfant au maquis. Et vraiment, elle a un parcours très noble. Très noble. En tout cas, on les salue et puis on s'incline surtout à la mémoire de tous nos martyrs. Voilà. On va parler art aujourd'hui avec vous, avec la rubrique mosaïque et surtout une bonne nouvelle, c'est que la réouverture donc des galeries. Des galeries et donc une très belle exposition qui est à l'honneur dans cette galerie qui est animée et dirigée par Amel Bihoud qui est avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour Nassiba. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci pour l'invitation. Vous êtes galeriste, une belle aventure artistique qui a débuté il y a un an 2018. Voilà, donc là ça va faire bientôt 2 ans. 2 ans, bientôt 2 ans. D'ailleurs, vous avez fêté le premier anniversaire, c'était l'an dernier. Hein? Oui, exactement. Donc c'était le 3 novembre passé. Absolument. Oui. Alors il y a réouverture de la galerie après une petite période de confinement. Une longue période de confinement, je dirais. Combien de temps vous êtes resté confiné pendant 2-3 mois? Mars, avril, mai, jusqu'à la réouverture, c'était le 28 juin. Donc, elle le ressent parce qu'Amel, elle a toujours été active. Exactement. Et à chaque fois, elle nous donnait l'occasion de suivre de belles expositions, des artistes. Absolument. Parce que justement, avant la fermeture, j'avais fait une exposition qui était magnifique, justement, Lumière d'Algérie. Et malheureusement, c'était le 26 février et mars, c'était la fermeture de la galerie. Donc même le public de la galerie n'a pas pu profiter en quelque sorte de l'exposition. Absolument. Donc il y a réouverture de la galerie et cette exposition, l'Algérie, Lumière d'Algérie, l'Algérie représentée dans ses lumières, ses ambiances, ses traditions. Exact, tout le patrimoine algérien. C'est passé un petit peu comme pour Dokman. Hein. Au moment de l'exposition, il y a eu fermeture de la galerie et ensuite réouverture avec Dokman. Et là, mais vous n'êtes pas resté en fait les bras croisés pendant cette période de confinement puisque vous avez été très actif. Vous avez rendu hommage à des artistes pendant sur la j'ai profité des réseaux sociaux parce que avec le Covid, on a bien compris qu'il fallait une présence virtuelle. Donc chaque jour en fait je partageais parce qu'avec le Covid, tout ce qui était autour, ça parlait que de ça. À un certain moment c'était trop stressant que ce soit pour moi, pour mon entourage. Quand on ouvre les réseaux sociaux, on parlait que de ça, c'est quelque chose d'inconnu, c'était nouveau, on comprenait rien et c'est une pandémie mondiale. Donc je me suis dit pourquoi pas donner une touche positive
Donc, partager chaque jour un artiste pour émerveiller les yeux au départ des fidèles de la galerie. Donc, j'ai commencé à partager mes artistes avec qui je travaille. Enfin, j'ai commencé à travailler, qui m'ont fait confiance, sachant que je débutais. Et ensuite, par la suite, je partageais des artistes, que ce soit des coups de cœur ou soit des artistes qui m'envoyaient carrément leurs travaux. Donc, moi, personnellement, j'ai découvert beaucoup d'artistes. Beaucoup de richesses, surtout dans le côté aquarelle, des artistes que je ne connaissais pas du tout, que peut-être le proche avenir, je vais travailler avec eux, Inch'Allah. D'accord. Et c'était chaque jour un artiste. Oui, vous chaque mettez jour en un avant artiste, un exactement. artiste, quelques noms comme ça à communiquer. J'ai commencé avec mes artistes, donc Sophie Andey, Monsieur Talbi Abdelhadi, Krour Mohamed, Monsieur Bourdine, Monsieur Guita, Madame Jinnat Dahel, Yasmina Saadoun peut-être Yasmina Saadoun aussi. Enfin, la liste est longue. Voilà, la liste, je ne peux pas les Et vous citer avez tous. rendu à titre posthume aussi hommage à ceux qui nous ont quittés, parce que la malheureusement. famille, exactement, on a perdu beaucoup d'artistes dans la famille artistique. Il y en a que je ne connais pas. Mais par exemple, il y a Monsieur Sassi Mohamed. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui dans une autre galerie auparavant. Qui vivait au Canada. Qui vivait au Canada. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à lui, en fait, il faisait vraiment la promotion du patrimoine algérien. Même Canada, à son Montréal, travail, sa absolument. palette chaude, des froides, Et qu'on a eu l'occasion de recevoir ici dans Bonjour d'Algérie. Oui, dans la donc rubrique c'est Mosaïque. vraiment c'est une grande perte. Qu'on a perdu avec le virus, Allah yarhamou yussa alayh, et puis Allah yasbar sa famille aussi. Il y a aussi le photographe qui est apprécié par tous les artistes, Firaz. C'était l'ami de tout le monde. Donc ici, c'est une grande perte, malheureusement. Donc et la liste, elle est longue. Enfin, je ne connais pas tout le monde. Et puis aussi, les tout petits n'étaient pas en reste aussi, puisque vous avez lancé un concours en direction des enfants. Oui, exactement. Donc le coronavirus. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et on va voir, peut-être, on va demander à Nessimane d'envoyer quelques images de ces petits bouts de chou qui ont pratiquement vu à leur manière. Justement parce que le Covid, vu par les enfants, parce qu'ils ont une perception très différente par rapport à nous, enfin les adultes, donc ça les atteint en quelque sorte, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ils ne sortent pas, exactement pourquoi le port de bavette, pourquoi. Et donc avant le 1er juin, parce qu'à la base je voulais faire une expo à la galerie, mais c'était plus possible, parce que je voulais justement mettre en avant des enfants, mais malheureusement c'était pas possible, donc je me suis dit pourquoi pas lancer un challenge sur internet. Donc on va les voir dans un moment. On va voir par contre l'exposition carrément, on va donc les découvrir. On va rebondir tout à l'heure encore. Probablement, on va rebondir, mais on va voir d'abord le reportage, on va vous suivre à travers cette belle exposition collective à la Galerie Le Pan.
très belle exposition et très beau voyage grâce à Très beau vous. voyage dans le temps, dans l'espace. Amel nous a fait Avec la voyager. musique jazz. Oui. Elle nous a fait voyager dans cette Algérie qui continue à inspirer, je dis, autant de peintres que de poètes. Une très belle exposition, très colorée, contrastée, au style varié. En fait, chacun de ces artistes a sa touche personnelle. Exactement, un Voilà. style différent. Et une palette différente aussi, mais surtout, ils ont le point commun, c'est un peu le patrimoine, la richesse de l'Algérie. Et puis, il y a Et mis en toutes les valeur. régions aussi, ce qui est important. L'Est, l'Ouest, Voilà. le Sud. Donc, on est bien servi. On a des paysages, des scènes de genre, de très beaux techniques portraits. aussi. Et différentes techniques. Et puis, les artistes travaillent aussi sur différents supports. Il y a On a exactement, vu il y a aussi la des belles miniature, aquarelles de de Yes Yes Belkaïd, Belkaïd, que j'ai découvert il y a 2 ans ou 3 ans de cela. D'ailleurs, il avait travaillé, il nous avait fait une petite démonstration à la forêt Bouchaoui, en plein air. Il a travaillé pour nous, pour l'équipe, pour la télé. C'est une très belle... il avait exposé à l'époque à Damkens, Exactement. animé et dirigé par Madame Guelimi. Oui. Vous avez fait un petit passage aussi Oui, dans cette galerie. exactement. Oui. Votre première expérience, c'était là-bas. Ben oui, il fallait Voilà. bien commencer quelque part pour Absolument, avoir de pour- l'expérience. Pour après oui. voler de vos propres ailes. Et en Oui. fait, à la base, il y a des études aussi. Oui. Il y a eu des études à Paris, à l'école régionale des beaux-arts de De Tipaza. Tipaza, oui, Vous une avez année, comme prof Karim Zergoua. Puis Oui. vous êtes parti à Paris et vous avez fait des études en histoire de l'art. Exactement, en art plastique à Paris 825 Saint-Denis. D'accord. Des études aussi en communication, Oui, en en parallèle. marketing. Oui. Et vous voilà, vous baignez dans l'art. Et rencontre aussi Et de de belles belles rencontres. De Oui. belles rencontres De- actuellement. Vous avez et fait ça de- continue. Exactement. Et Oui. ça continue. Vous avez eu aussi à animer des ateliers. Oui, En déjà parallèle, personnellement, bon, il y a eu la moi-même, photo- j'animais des Oui. ateliers de peinture, que ce soit pour les adultes, pour les enfants. Donc l'année passée, j'avais commencé ça justement en été, donc on faisait même, il y avait des profs avec moi, donc de calligraphie, de décoration sur bois. En fait, il y avait plein d'ateliers, donc tout le monde était servi. Il donc, allait dans sa exactement. créativité. Vous avez animé des ateliers aussi pour adultes et pour enfants Oui, oui. aussi. Hein. Donc il y avait de la calligraphie, de la mosaïque, de la peinture sur verre, de la peinture, des D'accord. ornementations. Pour les enfants. Et Oui. en parlant d'enfants, justement, je ne sais pas si les images sont prêtes. On avait demandé les images. Je ne sais pas si elles sont prêtes. On pourra va les voir. voir. Mais entre-temps, il y a aussi ce- pour aller est-ce qu'on peut voir les images là On tout de va suite voir, des dessins voilà, d'enfants? c'est ça. Ah ben voilà. Et Donc, ensuite on rebondira sur autre chose. Voilà. Et Alors donc là, ça, c'était les retours un peu ce que j'avais reçu par rapport au challenge que j'avais lancé sur Internet, donc le Corona vu par les enfants. Et c'est des travaux manuels. C'est des travaux manuels Réalisés de par les 4 ans enfants. jusqu'à 12 ans. J'avais même eu de la bande dessinée, un dinosaure qui parlait des... Ça, c'était Voilà, drôle. c'est Je ça, ne sais le pas si on virus. arrive à trouver... Oui, c'est le virus, là, c'est la Terre. voilà, chacun Donc, il va dans son chacun, voilà, son imagination. délire. Oui. Et vous En les fait- avez encadrés en plus. Bah ça oui, c'est avec une application pour D'accord. justement parce que le but c'était de leur faire plaisir et le 1er juin justement j'avais partagé leurs travaux, tous les travaux que j'avais reçus. Donc il y a eu beaucoup de bien. stimulation, Oui. beaucoup d'émulation. Et franchement, quand j'ai lancé le challenge, je ne m'attendais pas qu'il y avait autant de retours de dessins d'enfants. D'accord. Les Même, mesures de prévention, Voilà. etc. Voilà, plein de Chacun il belles va choses. dans sa créativité, dans son imagination. Des projets, Ahmed? Alors, des projets, pendant ce confinement, justement, il y a... auparavant, quand j'ai lancé la galerie et tout, j'avais déjà l'idée, c'est de lancer le site internet et tout, que ce soit une galerie virtuelle. Mais j'ai pas eu vraiment l'occasion, ni le temps, ni on va dire les moyens pour le faire. Donc là, avec le confinement, c'est le moment. Donc j'ai un site en pleine construction actuellement qui va faire des expositions virtuelles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra toucher pas juste l'Algérie, donc on peut un peu toucher les Aller autres vers frontières. l'international, Voilà, hein. exactement. D'accord. Pourquoi pas plus tard faire des échanges. Et puis le plus intéressant, c'est que je voulais en fait reprendre un peu comme ce qui se fait à l'étranger, dans les musées, les boutiques là où on peut trouver des dérivés artistiques, Oui, justement. des artistes qui sont reproductions. exposés. On va avoir un avant-goût là Voilà, avec ce que vous avez exactement. ramené ce matin. Donc là, on en peut le voir. exclusivité, en Je vais fait, le c'est un remettre à tote. Amel, on oui. pourra le Ouais. voir. En fait, c'est un tote bag D'accord. qui a déjà existé, même ici en Algérie, il y a des artistes qui font ça aussi. Mais le but, en fait, c'est de lancer plusieurs collections. Là, par exemple, c'est la collection orientale des orientalistes, parce qu'on a beaucoup de peintres importants ici en Algérie qui ont traversé l'Algérie, qui sont durant la restés et période tout. coloniale. Exactement. Les peintres orientalistes, oui, parmi donc
donc il y a le peintre belge Edouard Verschveld, donc qui a carrément vécu vers le côté de Boussaada justement en 1919, donc sachant que c'est un beaux-artiste de Anvers, comme Étienne Diné, justement il a connu, c'était un de ses amis. Après la mort de son épouse, justement il a épousé une Algérienne, il a épousé aussi notre religion, donc il est même enterré à Boussaada. Exactement. Voilà. Donc ça c'est parmi les projets. Oui, voilà, ça c'est parmi. Mais après il y a il y a des créations de la marque elle-même, mais le but justement de ce dérivé artistique, c'est en fait c'est des galeries baladantes en quelque sorte. Pour faire connaître les artistes. Déjà il y a les artistes, aussi notre patrimoine. Il y aura beaucoup des artistes. Algériens, qui ont marqué leur temps, leur époque. Et surtout, c'est qu'on peut toucher aussi les nouvelles générations, on peut toucher un peu tout le monde, justement, parce que c'est accessible à tout le monde. En fait, vous allez vulgariser un petit peu l'art. Oui, donc ça sera sur des mugs, ça sera sur des sacs, sur plusieurs dérivés artistiques pour justement sensibiliser les gens à l'art. D'accord. Voilà. Sinon, une expo prochaine bientôt après le Covid, Inch'Allah. Voilà. Donc quand on sera bien... On retrouvera exactement de ce fameux virus. Cette exposition elle est permanente. Elle est permanente à la galerie. Donc elle sera visible durant toute la période estivale. Exactement. Et là, c'est sur rendez-vous, ça se passe comment? Oui, en fait, on est ouvert de 1h à 16h chaque jour. Et puis, l'idéal, c'est qu'on m'appelle. Comme ça, il n'y aura pas trop de monde en même temps, parce qu'on a un petit espace. Enfin, la galerie, elle est petite. Donc, il faut bien respecter les mesures barrières, les mesures préventives. Voilà, parce que c'est vrai que l'art, c'est contagieux, mais la santé, c'est important. Oui, c'est important, exactement. En tout cas, bravo à vous. Merci. Merci Amel de toujours nous rendre visite grâce aussi à Nassiba. Merci pour toutes les belles choses que vous faites. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup et merci pour votre confiance. C'est gentil. Merci beaucoup Nassiba. Merci Amel, la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. On continuera à voyager grâce aussi à ces artistes qui nous font donc toujours de belles choses et nous emmènent aussi à travers notre patrimoine. Eh bien, on continue cette fois-ci, on va s'intéresser aussi à un autre domaine, celui donc de l'agriculture, et retrouver donc un reportage signé Saïda Mariouf qui nous fait découvrir une huilerie du côté de Djidjel. D'olive jonche le sol devant et aux alentours de l'unité. Il s'agit là de l'huilerie des frères Bouchmal à Djidjel qui tourne en ce moment à plein régime à raison de 100 tonnes jour. Et ce, depuis le lancement en octobre dernier de la campagne oléicole. Elle existe depuis 1996. On a débuté avec une seule chaîne Et après, on a fait l'extension en 2001. Voilà. Donc à partir de là, on a gagné pas mal de clients sur le territoire, sur le côté ouest de la wilaya de Djidjel, capacité de 5 tonnes jour. On a deux chaînes, alors si 10 tonnes jour, ça fait 100 quintaux par jour. Je viens de la région de Texana, c'est ma deuxième année ici. On est bien servi et dans un temps record. En tant qu'oléiculteur, je fréquente cette huilerie depuis longtemps déjà. J'y trouve toutes les facilités. J'arrive de l'Awana et ma récolte, je la transforme toujours dans ces lieux où le travail est excellent. L'abondance du fruit de l'olivier est une aubaine pour les oléiculteurs ainsi que les transformateurs. Les olives, objets de la trituration, sont cueillies des vergers oléicoles à travers toute la wilaya de Djidjel. La filière de l'oléiculture, elle s'étale sur une superficie d'environ 20 000 hectares. Elle occupe en pourcentage de 42% de la superficie agricole utile. C'est l'une des filières les plus développées au niveau de la wilaya. Elle occupe la population rurale, notamment en zone de montagne, la période de cueillette. Tout le monde travaille dans la cueillette de l'oléiculture. Cette unité familiale de trituration moderne est gérée par des oléifacteurs à l'excellente maîtrise de la transformation de l'olive en une huile de grande qualité dont la réputation a dépassé le pourtour de la région et même de toutes celles avoisinantes.
Alors, on parle beaucoup d'huile d'olive en ce moment, vous avez pu le remarquer. Ben oui, c'est parce que nos producteurs et surtout nos agriculteurs travaillent énormément pour l'amélioration de la qualité donc, de notre huile d'olive et concurrence aussi l'huile d'olive mondiale. Eh bien, c'est ce qui a été fait. Nous avons parlé la semaine dernière aussi d'un lauréat donc, du concours. Il a eu la médaille d'or à un concours aussi participé en Grèce. Eh bien, ça continue avec d'autres producteurs. Avec nous, Monsieur Omar Ouagad, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes producteur et surtout lauréat d'une médaille d'or. Oui, nous sommes de producteurs d'huile d'olive de la région de Mchidala, la Oulé du Bouira. Cette année, on a participé à deux concours internationaux. Un concours à Paris où on a pris médaille d'or et un autre concours à Londres où on a pris médaille de bronze. Bravo, en tout cas. On va présenter aussi M. Boubker Saadouni. Bonjour. Merci. Saoudi, bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci bien. Vous êtes donc aussi lauréat d'une médaille de bronze. Bon, je me présente, je m'appelle Saoudi Boubker, j'ai une petite ferme à Mchidala. Oui. On est en train de faire notre extension au sud. Oui. On a été médaillé plusieurs fois ici en Algérie en 2017-2018, le concours appelé national. On a eu même une médaille de bronze en France en 2019. Bravo. Merci bien. Et vous avez participé, encore une fois, avec cette huile d'olive qui est typique donc, de la région et que avec laquelle vous avez travaillé. Vous avez amélioré aussi la qualité. Bien sûr. Et c'est très important. Et la présentation. Et on espère, Inch'Allah, d'aller un peu plus loin. Voilà. Et comment ça se passe, justement, les concours? C'est assez nouveau ici en Algérie, les concours à l'international? Bon, à l'international, c'est nouveau, même en Algérie, c'est nouveau. C'était l'initiative de M. Ghalissan Mir. Oui, c'est à l'occasion. Souvent notre invité. Oui. Il est organisé en 2018 un concours national de la meilleure huile d'olive d'Algérie. Alors en 2018, on était médaillé avec une médaille d'or aussi de le concours national. En 2019 aussi, on était médaillé par une médaille d'argent. Alors c'est pour ça on a pensé pourquoi pas d'aller vers l'international et de participer de l'international et de faire promouvoir l'huile d'olive algérienne de toute la planète et pourquoi pas. Voilà. On arrive un jour d'aller vers des concours plus compétitifs comme le Mario Soleil. C'est notre souhait d'aller un jour de prendre des médailles en Espagne entre les grands producteurs mondiaux. Exactement, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, la qualité d'huile d'olive était, en tout cas, il fallait vraiment s'y intéresser. Et quand on voyait la dureté aussi du concours, c'était très difficile d'accéder au concours et surtout de faire accéder l'huile d'olive, qui devait avoir une qualité, une présentation, tout était important. Oui, l'huile d'olive en Algérie, comme vous savez, ça fait longtemps. On le fait d'une manière archaïque, traditionnelle, voilà. Mais c'est le moment pour le changement. Moi, personnellement, on aimerait bien d'avoir des autres oléiculteurs, oléfacteurs, les producteurs d'huile d'olive, soit la maison de bouteille, d'aller vers l'amélioration et d'aller vers participer mieux de l'international pour que l'huile d'olive algérienne soit compétitive. Cette année, il y a de notre voisin qui sont pris pas mal de médailles, il y a une trentaine de médailles. Nous, en Algérie, pour le moment... Pendant très longtemps, l'Algérie était mal classée dans le domaine de l'huile. Il n'y a pas d'initiative, pour d'aller vers l'international. C'est pour ça qu'on n'est pas ça nous faisait de la peine de voir que l'Algérie n'était pas présente lors de ces concours et que notre huile d'olive qu'on connaissait, qu'on n'avait pas pour habitude d'apprécier, pour votre information, madame, c'est une bonne huile d'olive. Pour le moment, c'est des initiations individuelles. Oui. On est parti d'un cas individuel. Chacun, avec ses moyens, on a payé le coût de participation. Il y a les difficultés aussi pour participer. On n'a pas arrivé, par exemple, moi, lorsque j'ai participé à Londres, comme par hasard, il y a quelqu'un que j'ai laissé quelques bouteilles en France. Alors, comme il a vu qu'on a pris une médaille d'or en France, il a l'intention de participer. Il m'a fait... Avec vos bouteilles. Oui, avec mes bouteilles que j'ai laissées là-bas. Mais il y a des autres qui voulaient participer par l'Algérie. Et il n'arrive pas à envoyer l'échantillon. En même temps, on a une difficulté très importante, le paiement. Le mode de paiement, on ne peut pas, pour le moment, de payer 200 ce qui avait posé comme problème, justement. 200 ou bien 300 euros vers
vers l'extérieur, ça reste un problème. Il faut quelque chose... Une logistique aujourd'hui pour mettre en place cette logistique, pour permettre à d'autres agriculteurs de pouvoir participer beaucoup plus facilement, beaucoup plus souvent, parce qu'il y a des concours partout à travers le monde autour donc de l'huile d'olive et bien d'autres. Alors pour vous, ça a été aussi la même chose, cette difficulté au niveau donc... Oui, bien sûr, on est tous, tout le monde rentré là-dedans, des difficultés bien sûr de placer le produit dans un concours international. Comme cette année, il y avait un problème de confinement et tout. C'est vrai. Donc, ça a rajouté aux complications. D'envoyer des échantillons. C'est vrai, c'est vrai. Alors parlez-nous un petit peu de vos projets, surtout votre domaine aussi, d'une oliverie traditionnelle. Vous êtes passé à une oliverie aussi moderne? Oui, c'est une petite entreprise familiale, bien sûr. Ça fait 10 années. Maintenant, on est arrivé au jour où on passe de nos parents à leur fils. Donc, on essaie toujours de placer le produit dans le national et l'international. On essaie toujours d'améliorer la qualité, bien sûr, ici. On essaie toujours de placer notre produit à l'export. De toute façon, c'est un travail qui demande beaucoup d'investigation, beaucoup bien sûr d'heures de travail, parce que quand vous avez une oliverie, vous devez veiller à ce que cette oliverie se porte bien, que ça soit donc des arbres sains, que vous ayez aussi des porte-greffes aussi sains, donc renouveler aussi les variétés. Bien sûr, c'est un travail qui demande beaucoup de travail à faire, parce que si vous voulez faire un produit de qualité, il faut surveiller, il faut surveiller tous les jours. Tous les jours, oui, c'est ça. Même pour placer votre produit à l'export, il faut mettre beaucoup de choses. Il faut installer beaucoup de choses. Voilà. Est-ce que vous êtes de ces agriculteurs qui travaillent avec des engrais naturels, peut-être mécanisation aussi? Bon, maintenant, c'est pratiquement à 100% manuellement, donc on fait toujours des travaux. Ça demande beaucoup de main-d'œuvre, ça nous coûte beaucoup. Oui, c'est ça. La main-d'œuvre locale? Locale, bien sûr. Bien sûr. Et pour ce qui est des amendements, aussi surtout les produits phytosanitaires, vous les utilisez? Bien sûr, on a des suivis. Des normes? Oui, bien sûr, des normes pour avoir une qualité d'huile saine. D'accord. C'est pareil pour vous? C'est un domaine donc, familial qui s'est transmis? Oui, c'est un domaine familial, c'est une petite exploitation de 1200 oliviers à la région d'Ahnif, exactement la Daïra de Mchedana. Belle exposition au soleil? Oui, là en plein soleil. C'est ce qu'il faut, on dit, pour l'huile d'olive. Oui, il faut. D'ailleurs, c'est une plante méditerranéenne, c'est à cause d'un climat, microclimat qui se développe au niveau de la Méditerranée. C'est un climat favorable pour l'huile d'olive. En particulièrement, notre région, c'est pas moi seulement, on a un grand potentiel de la production. On a environ de 7300 hectares, qui est la Daïra de Mchedana. Il a environ de 2 millions de litres de production par année. Alors, c'est à l'occasion. On a un projet pour la valorisation de ce produit, puisqu'actuellement, il se fait d'une manière archaïque. La plupart des huileries, c'est des huileries traditionnelles. Même le consommateur algérien aussi, il reste dans le traditionnel. Il aime plusieurs des huiles d'olive vierge, douces. Il n'aime pas des huiles d'olive piquantes, amères. Il est prêt pour le défaut, mais c'est le contraire. C'est des huiles qui répondent à les normes internationales, qui sont de les normes de COI, du Conseil oléicule international. Alors c'est le moment de changer toutes les stratégies de l'huile d'olive, à mon avis, d'aller vers... Ça va être difficile pour faire changer le goût aussi aux consommateurs qui sont habitués, surtout aux consommateurs algériens. Oui, mais moi, personnellement, avec mes petites expériences, les premières années, c'est difficile. Mais lorsqu'il comprend, le consommateur, que cette huile d'olive extra vierge mieux que celle-là, par rapport à ses valeurs nutritionnelles, automatiquement, il doit aller vers la qualité. Puisque, pour quelle raison? Moi, je l'ai dit plusieurs fois, d'acheter une huile d'olive à 700 dinars ou bien 800 dinars, qui n'est pas vraiment ses valeurs nutritionnelles, elles sont dégradées. Alors, moi, carrément, j'ai conseillé de temps en temps d'acheter vers le colza, mieux. Et ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Alors, c'est le moment, même les médias algériens, c'est le moment de faire
la sensibilisation pour les clients, parce que, à mon avis, c'est le client, c'est le premier régulateur du marché. C'est l'exige. Si on a un client exigé, alors automatiquement, toutes les huileries, tous les producteurs, ils sont alignés vers la qualité. Et c'est notre objectif, comme je vous ai dit, que notre potentiel à Mchedala, on a environ de 9 millions. Non, Bouira, il a environ de 9 millions. Mchedala, particulièrement, il a environ de 2 millions. C'est un potentiel important pour la valorisation. Si on peut valoriser au moins 200, 300, 400 000 dans 3 ans, et ce sera... Pas, exactement. Le fait d'avoir eu ce trophée, ça vous a fait quoi d'obtenir donc ce trophée 2020? Bon, ce trophée, c'est une image de travail, de sérieux, de reconnaissance, de travail sérieux depuis 2010. On essaie d'améliorer notre production et le savoir-faire. D'ailleurs, notre logo, on a fait de l'arbre à la bouteille. On maîtrise ce processus de l'arbre jusqu'à la bouteille. C'est nous qu'on fait la cueillette, le stockage des olives, la trituration, la mise en bouteille, malgré le reste d'une manière traditionnelle, d'une manière artisanale. C'est pour ça qu'on sollicite aussi les pouvoirs publics, soit local algérien, soit le ministre de l'Agriculture, de faire un peu de bouger des choses pour la filière de l'oliculture, surtout l'accompagnement des olicultures, des olifacteurs par des crédits de campagne, parce que toutes les autres filières, soit les céréales, soit le batata, soit des choses, il a le droit d'avoir des crédits de campagne, comme les huileries, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir le crédit de campagne. Parce que c'est resté encore traditionnel? C'est resté peut-être pas une agriculture intensive, encore une fois? Oui, c'est une agriculture, on ne peut pas dire intensive, puisque, comme je vous dis, on a un potentiel de 7300 hectares. Ça veut dire que c'est important. C'est pour ça que vous n'avez pas... Voilà, oui. C'est important. Bon, l'intensif, il faut à grande échelle, à grande échelle. Il faut ça aller, existe, hein, ça existe. D'ailleurs, M. Saoudi, il est bien placé. Il est déjà à Djelfa. Il est un verger à Djelfa, de semi-intensif ou bien intensif. Il est bien placé pour vous parler. Mais pour le moment, je vois aussi... En tout cas, ça serait l'ouverture. Hein, donner la possibilité donc, aux agriculteurs mais il ne faut pas faire des erreurs d'aller vraiment vers l'intensif, vers le sud. Par contre, on a un patrimoine. Il y a des gens qui sont sur place, il a un patrimoine sur place. Et surtout, si on a géré l'accompagnement pour l'habilisation des produits du terroir de la région, par exemple, de tout le nord de l'Algérie, et pourquoi pas d'aller vers une huile d'olive biologique, pour qu'on doit donner un peu de la valeur ajoutée pour notre produit. Alors, vous avez des domaines aussi à Djelfa et vous êtes un petit peu dans l'intensif, c'est-à-dire vous avez des jeunes plants que vous avez donc accompagnés, c'est cela? Maintenant, on était déplacé vers le haut plateau pour investir dans le domaine de l'agriculture. C'est pour viser bien sûr le marché international, c'est pour diminuer le coût le litre, bien sûr. On est en train de faire l'extension, Inch'Allah, à l'avenir d'ici pour 100 hectares. C'est pour pénétrer le marché international avec des prix compétitifs sur le marché international, bien sûr. C'est que le problème en Algérie, comme a dit M. Ouagad, il y a des choses qui ne sont pas vraiment faites ici en Algérie. Par exemple, comme les crédits de campagne, le ministre de l'Agriculture, il doit accompagner le fellah. Le fellah transformateur et tout, pour avoir des crédits de campagne, pour acheter des olives, bien sûr, pour faire triturer d'une manière à avoir une bonne qualité d'huile. Pour une huile de qualité aux normes internationales. Tout à fait. Vous travaillez avec on passe de traditionnel aux choses qui sont vraiment en normes. Voilà. Vous travaillez avec des nutritionnistes? Oui, bien sûr, dans le cas d'une huile d'olive nutritionniste, c'est d'avoir... Pour vanter aussi les qualités d'huile d'olive. L'huile d'olive vierge, par exemple, avec ses bienfaits et surtout sur la santé et l'organisme. Oui, une huile de qualité extra vierge, c'est très bénéfique pour la santé. Elle est vraiment très riche nutritionnellement.
Donc, c'est ça, tout à l'heure, il a cité Omar, pour le consommateur algérien, il faut qu'il fasse une information, il fait une sensibilisation d'avoir consommé une huile de qualité. Maintenant, au marché national, on a des huiles qui s'en vont à tous les niveaux. C'est des huiles de grains, c'est des huiles de mélange et tout. Donc, le consommateur, il est vraiment... lésé. Oui. C'est dommage. Oui. Encore une fois, rappelez aussi tous les efforts consentis par l'organisateur du concours national, M. Ghani, qui a organisé, ça prouve encore une fois la crédibilité de ce concours national qui a été mené, qui déjà, on a pu, grâce à lui, rencontrer des agriculteurs qui ont toujours travaillé, qui travaillent toujours et qui ont participé à des concours internationaux et qui ont remporté des médailles qui valorisent leur travail. C'est la preuve que tous les lauréats de concours appelés, ils sont allés vers l'international, ils sont prouvés, soit à Londres, soit à Athènes, soit en France. Cette année, je pense l'Algérie a à peu près 5 médailles. On a 3 médailles d'or, on a une médaille d'argent, on a une médaille de bronze. À chaque fois qu'on continue de faire une émission et de vanter aussi les mérites des agriculteurs, on nous appelle, on nous dit voilà, telle personne a concouru aussi à un concours international et qui a eu une médaille. On est très heureux de pouvoir le dire et de pouvoir recevoir ces lauréats à chaque fois dans notre émission. Oui. Voilà. Inch'Allah, ce ne sera pas la dernière. Inch'Allah, nous, comme des olfacteurs, personnellement, on est prêt à donner pour cette filière. C'était le moment, je l'ai dit plusieurs fois, c'est le moment qu'on va prendre notre destin entre nos mains. Tout à fait. En tout cas, bravo à vous et merci d'être venu. Et puis bonne chance pour cette année. J'imagine que vous aurez la médaille d'or prochainement sur vos bouteilles pour prouver que ça a été donc un concours. Oui, on a déjà mis des médailles d'appelés. Prochainement, l'étiquetage prochainement, on va mettre... C'est important. Oui. Voilà, merci beaucoup à vous et puis à très bientôt. On va continuer notre programme, on va s'intéresser à la musique et une nouvelle rubrique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire. On va apprécier ce reportage signé Farid El Hamdi qui nous fait un portrait, le portrait de Momo. Merci. La Casbah nous accueille à bras ouverts avec son hospitalité séculaire. Cris de bambins, échos de voix de Kasbadji, murs décrépits sont autant d'ingrédients qui constituent le décor de ce vieux quartier algérois. C'est avec beaucoup de joie et de bonheur que nous a accueillis Mohamed Sidi Khlef dit Momo dans sa douira transformée en un restaurant traditionnel, Mezrena al-Mahroussa, situé à la rue des Abderrahmnes. Comme j'aime bien le patrimoine, ce qui est ancien et identique de la Casbah, donc un jour, j'ai pensé de transférer cette vieille maison qui est dans le cadre de l'UNESCO, de patrimoine, et de le préserver, notre patrimoine, de la faire transférer, pourquoi pas, à une maison, en même temps sur une table haute. Donc à 90%, donc la cause était, je suis bien situé. Parce que notre maison donc, se retrouve en face du musée national Amar Ali, nommé Ali Lapointe. Donc on voit cette rue qui est redevenue très fréquentée. Donc avant c'était bien fréquenté et en ce moment et actuellement, donc on reçoit beaucoup de monde. La tradition et la culture sont un élément essentiel de la vie dans la Casbah. Elles créent une atmosphère que les visiteurs ne trouveront nulle part ailleurs en Algérie. C'est une attraction qui combine la tradition et l'histoire avec la vie quotidienne, permettant aux visiteurs de voyager dans le temps et découvrir le passé à couper le souffle. Momo, chaque matin, descend à la pêcherie. Donc à la criée, il achète sa sardine, donc elle est fraîche. Hein. Et bon, aujourd'hui on a mangé de la... Mais d'habitude, c'est des plats typiques. C'est typique à la Casbah, bien sûr, que ce soit du couscous, de la rechta, autre que ça, bien sûr. Je ne pourrais pas citer tous les noms de plats qu'on mange, mais on mange propre et c'est très bon. Donc la cuisine se fait par la maman et les sœurs.
Voilà comment c'est dans une maison typique. C'est la première fois donc on est venu avec notre guide et nous ce qu'on voulait c'était vraiment quelque chose de pittoresque, quelque chose qui sentait vraiment la Casbah, pas les petites échoppes, vraiment quelque chose avec un patio, tout ça. Et c'est ce qu'il nous a proposé et c'est exactement ce qu'on voulait manger local, les sardines, les frites, haboud, enfin voilà tous les plats locaux avec le décor qui s'y prête et c'est ce qu'on a donc c'est la première fois qu'on vient ici, donc dans la petite ruelle à côté du musée, donc c'est exactement ce qu'on voulait avec mon père. Donc c'est parfait. J'espère qu'Inch'Allah ça puisse se développer ici et dans d'autres parties de la Casbah. La plus belle façon d'accueillir ses invités, c'est de leur servir une bonne recette bien présentée. Chez Momo, une table bien garnie toujours au programme, faisant un rappel aux plats traditionnels de notre pays, ainsi la cuisine traditionnelle qui nous fait voyager à travers le temps. Le concept le patrimoine donc il sera plus beau avec الادوات اللي عاشتهم. انا نتمنى اليوم انه هذا المشروع اللي راني فيه وهذه المبادره اللي درتها في القصبه وبارمي الناس الاوائل يعني اللي درناها نطلب ان شاء الله باش يتوسع المشروع ويكبر وخاصه نطلب الناس اللي عندهم ديور كيما هادو والناس اللي راهم موجودين اللي هما اصليين والاصوليين تاع القصبه انهم يديروا كيما انايا ويحلوا المنازل تاعهم سواء يحل مطعم سواء يحلها ميوزي بريفي باش الناس تجي. حنا لو كونسيبت تاعنا دو فير ديفلوبي نوتر برودوي لوكال et faire venir le monde entier chez nous. Alors, si vous voulez déguster les bons plats bien de chez nous, une seule adresse, le restaurant Mezrna Al-Mahrousa. Voilà, en tout cas, un beau reportage qui nous fait la visite et surtout le portrait donc, de ce restaurateur. Eh bien, on va rester dans le domaine donc, de notre patrimoine. Une petite jeune fille va nous apprendre notre patrimoine musical. J'avais dit musique, rubrique musique, mais en fait, c'est une nouvelle rubrique qui va nous parler de l'univers des enfants. Ça s'appelle donc Child Bull. Bonjour Maïssa. Bonjour. Maïssa Bellaroussi, bienvenue parmi nous. Oui, merci pour cette invitation. Alors, tu as 11 ans. Oui, j'ai 11 ans. Et tu vas nous parler de l'univers des enfants dorénavant dans Bonjour d'Algérie. Oui. On fera connaissance avec toi et surtout on va apprendre beaucoup de choses concernant l'univers des enfants. Inch'Allah, oui. Inch'Allah. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais bien dédier une chanson à l'hommage des martyrs à l'occasion de la fête de l'indépendance et aux Moudjahidines, particulièrement à mon grand-père, Belaroussi Salah, qui était un ancien Moudjahid. Ah, très bien. J'aimerais bien chanter une chanson. Tu vas prendre... Voilà, vas-y. Tu as ton instrument. Attention, tu as ton instrument. Oui, de Jamila, qui l'a fait pour fêter pour l'indépendance. Très bien. En 1964. الحرية الحمد لله نسعى الجمهورية ربي أغذي نصال الأمة جزائرية تموت نتزاير نحمل الذل وطننا في الناس نسبن ونسبن عمورنا مذوينيتي حمل انت مرحبا يد حبيبنا مذوينيتي كرهن نشفف في اللذة عداونا. Voilà. Oh, bravo. C'est ton grand-père qui sera fier. Hein, oui, et tous ceux qui te regardent et qui te suivent régulièrement à travers le petit écran, puisque tu as déjà joué d'abord un film avec Yamina Benguigui, oui, c'est ça? Tu as joué le rôle de qui? Alors, j'ai joué Maïwen en petite. D'accord, et c'était une belle expérience? C'était une très belle expérience. Tu as eu un scénario? Oui, oui, bien sûr. Tu as dû travailler? En fait, c'était beaucoup plus l'improvisation. On a beaucoup plus improvisé et j'ai fait de nouvelles rencontres. Oui, ça a changé un petit peu ton univers. Oui. Toi, tu es allé à l'école, tu étais chez toi, à la maison, et tu regardais la télé et tout. Et là, tu es rentré dans un autre univers. Oui, et c'était vraiment très sympa. Celui du cinéma, celui de la comédie, celui de jouer un rôle. Oui. Ça, c'est une caméra. Ouais, c'est pour ça que tu es à l'aise devant une caméra aujourd'hui? Oui, j'ai appris ça depuis mon tout jeune âge. Je crois que ma première publicité, c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans. J'avais 4 ans quand j'ai fait ça. Bah oui. Donc tu as fait plusieurs publicités, tu as joué dans un rôle, tu as joué aussi dans des séries, 2 séries télévisées. 2 séries. C'est ça? Oui, Dadrouj ou Tarek. Voilà. Et encore une fois, tu as continué à prendre plaisir à faire ça? Oui, j'adore ça. Vraiment, je me sens dans mon élément. Quand je joue des pièces de théâtre, vraiment, je me sens bien.
Waouh, c'est extraordinaire. En tout cas, avec cette jeunesse et surtout cette envie de partager. Alors, ce que tu vas faire dorénavant, c'est à chaque fois tu vas nous parler donc, de l'univers de l'enfant, que ce soit dans le domaine du sport. Vas-y, parle-nous un petit peu de ta rubrique. Bon, alors moi, déjà, je fais du sport. Je fais de la natation, je suis en 5e année, mais malheureusement, cette année, j'allais faire mon brevet de 4 nages, mais à cause de la crise sanitaire, tout a été annulé. Mais tu passes en classe supérieure. Oui, voilà. Heureusement, c'est le plus important. Et tu vas être dans l'univers des grands maintenant. Oui, Inch'Allah. Voilà. Et puis, bien entendu, tu vas nous parler de musique. Par exemple, aujourd'hui, puisque tu es au conservatoire aussi, tu fais de la musique depuis combien de temps? C'est ma 2e année. D'accord. Et je suis dans une association qui s'appelle Mizranna. Là-bas, on se développe plus, on évolue plus. Dans le domaine musical? Oui, c'est toujours de l'andalou. Oui, et tu as un professeur que tu aimes beaucoup? Oui, c'est Monsieur Belkhouja. J'aimerais le remercier d'ailleurs. D'accord. Et il est toujours là dans les conseils, l'enseignement. Parle-nous un petit peu du début de tous les enfants quand ils font de la musique. Ça se passe comment? Explique-nous un petit peu. Alors, au début, quand j'étais un peu plus petite, j'aimais pas vraiment. Je me suis dit non, j'ai pas aimé et tout. Et après, ma mère, elle m'a un peu poussée. Elle m'a dit, vas-y, essaye, ça sera bien et tout. Tu verras comment tu vas te développer. Et là, j'ai essayé et ça m'a vraiment plu. Parce que je me sentais dans mon élément, je jouais, ça sortait un bon son. Et voilà, ça me détend. Oui. Super. Et donc, depuis une première séance, par exemple, les enfants, ils font quoi au conservatoire? C'est le solfège? Alors oui, le solfège est très important. Si on ne fait pas de solfège, vraiment, on n'aura pas une bonne scolarisation, à vrai dire, dans l'apprentissage de la musique. Et bien sûr, chacun va pouvoir choisir son instrument. Comme toi, par exemple, tu as choisi la mandoline. La mandoline. Quitra? Ça s'appelle Quitra? Ça s'appelle comment? Snitra. Snitra, bravo. Et bien, justement, comment est-ce que tu as choisi Snitra? En fait, on est parti dans le magasin et tout. J'ai vu plusieurs instruments comme ça, le violon, la guitare et tout. Mais j'ai vraiment flashé sur la mandoline, car j'ai trouvé elle était un peu plus, mon élément, elle était un peu plus moi, quoi. Et donc on t'a parlé du son qu'elle pouvait aussi émettre. On m'a parlé. C'est un instrument à cordes. Oui. C'est ce qu'on vous apprend à l'école. Oui, pas dans l'école. Conservatoire. Oui, conservatoire, voilà. L'école de musique, on va dire. Oui. D'accord. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on t'a dit, par exemple, de cet instrument? On m'a dit que c'est un instrument fabuleux. Il fait sortir un son déjà bien. Et ils m'ont dit qu'avec cet instrument, tu peux y aller, tu peux apprendre mieux le violon, par exemple. Si tu fais de la mandoline, après tu pourras faire du violon facilement. Tu pourras faire de la guitare facilement. Donc c'est vraiment un instrument de base. D'accord. Et c'est ce que tu penses faire, passer au violon? J'aimerais bien faire d'autres instruments, mais je crois que je vais encore rester ma 3e année ou ma 4e année avec la mandoline pour bien développer, bien évoluer et bien avoir ma base, quoi. Voilà. Et bien sûr, on commence quand on fait de la musique. Il est bon aussi de commencer par la musique arabo-andalouse. Oui. Alors avec l'association Mizranna, c'est ce que tu fais? Oui, je fais en fait, on fait des réunions tous ensemble dans une pièce et c'est comme un orchestre. On est tous comme ça, on joue le même morceau. Et ça fait... Il y a des violons, il y a des guitares, il y a des mandolines, il y a de tout. Et le son après, c'est vraiment fabuleux. Voilà. C'est magnifique. Et c'est ce que tu apprends, donc comme toi, jeune enfant, il y a plusieurs autres enfants de différents âges et qui ont des instruments différents, bien sûr, avec une harmonie, avec le chef d'orchestre et bien sûr votre professeur. Oui. Qui va vous enseigner, qui va vous orienter et comprendre ce que c'est que la musique, pas à pas. Oui. C'est ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et là maintenant, il me prépare. Là, j'avais fait mon instrument, j'ai commencé, voilà, je suis bien avec la mélodie et tout. Mais là maintenant, j'essaye d'évoluer ma voix, j'essaye de développer ma voix. Voilà. Là vraiment. Alors, dis-nous, les premiers cours donc de musique, de solfège, ça se passe comment? Il n'y a pas de chant pour l'instant, hein, quand on commence. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de chant. On est juste dans la mélodie. On nous apprend comment tenir l'instrument. Vas-y, explique-nous comment on t'a appris à tenir ton instrument. Voilà. Alors, j'étais toute
petite et je me souviens d'ailleurs de mes premières séances. J'ai commencé par l'andalou et donc je prends mon instrument et là j'avais une maîtresse. D'accord. Parce que c'est juste en ma deuxième année que M. Belkhouja est venu me faire. Donc là on nous apprend la gamme, voilà la gamme. Ce qui est qu'une gamme? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ça nous apprend l'aigu, le grave et tout. Ça nous apprend beaucoup de choses. Donc voilà, on nous apprend comment tenir d'abord l'instrument, comment tenir Risha, on dit Risha. Et et là à l'inverse. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà, on nous apprend d'abord ça, la première semaine, les premières séances et tout. Et quand on commence à maîtriser la gamme, on nous donne un morceau, un petit morceau. J'ai commencé, je me souviens, mon premier morceau c'était Ya Qalbi Khalil Hal. Et bien maintenant tu peux nous la jouer aisément puisque ça y est, tu es une grande et tu as appris tous les premiers cours, tu es passée par tous les premiers cours. Oui, donc, j'espère que... Ya Qalbi Khalil Hal, Yamshi ala halu, Atrak Jami' al-Aqwal, Walli Sabru Nalu. En plus, c'est une très belle voix. Merci. Alors maintenant, ça y est, tu as appris ces étapes. Les enfants qui font aussi de la musique pourront apprendre donc ces étapes. On passe par le solfège quand on apprend le solfège. Donc on chante pas encore. Et une fois qu'on chante, ça y est, on apprend les mélodies. Oui. Voilà. Ouais, voilà. Et ça se passe comment les autres cours ensuite? Les autres cours, eh ben ça se passe en fait, on refait le prof la première semaine, il nous donne un morceau à apprendre. D'accord. On l'enregistre au téléphone ou n'importe où, on l'entend d'ailleurs, on l'entend. Il faut bien genre nous mettre dans la musique et là on commence à jouer doucement, doucement. Et là quand on arrive à la maison, et d'ailleurs j'ai un conseil, il faut toujours, mais toujours travailler à la maison. Vraiment, c'est le secret. Parce que si tu ne travailles pas à la maison, quand tu reviendras au prochain cours, tu vas être dépassé. Voilà. Et tu vas voir tous des élèves qui sont vraiment trop bien. Ils commencent à jouer, ils avancent. Voilà. Et toi, tu fais rien. Tu te sens un peu à l'écart. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, mais toujours travailler à la maison. C'est vraiment indispensable. Voilà. Parfait. Alors, si on devait parler de la musique andalouse, tu connais les modes de la musique andalouse un petit peu? Un petit peu? Pas encore? Vous ne l'avez pas encore enseigné? On ne l'a pas encore enseigné? Tu ne l'as pas encore appris? Donc ça sera l'occasion de nous le dire la prochaine fois. Et parler un petit peu ce que c'est que la musique arabo-andalouse et ce que c'est qu'un sraf, ce que c'est que... Voilà. Et tu sais combien qu'il y a de musique andalouse de Nouba? Non. Pas encore. Alors ça va être enseigné probablement dans ton école, au niveau du conservatoire, et puis parler un petit peu de cet univers de la musique. Toi, tu aimerais faire quoi plus tard? Alors j'aimerais bien être docteur. Ah! J'aimerais bien être docteur. Donc il faudra étudier longtemps. Oui. Mais peut-être j'aimerais bien aussi laisser un peu de temps pour une carrière pour la musique. Voilà, j'aime bien. Et le théâtre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, je suis sûre que tu vas être prise avec ce parcours que tu viens de nous citer, avec aussi ta façon d'être à l'aise aussi face à une caméra, parler un petit peu de toi et pouvoir faire des rôles, des jeux de rôle. Et l'univers des enfants, là, par exemple, le Covid, tu étais toute seule à la maison, ça se passait comment? En fait, à la maison, j'ai la chance d'avoir une grande famille. Et à la maison, on m'accompagne, ma mère. Bien sûr, je n'oublie pas la musique, je n'oublie pas le théâtre. Je répète des jours. Je descends dans mon jardin et je commence à répéter. Et voilà, j'ai la chance d'avoir, voilà, comme je vous l'ai dit, une grande famille. Et ils m'accompagnent partout. Donc c'est déjà bien. Donc tu t'es pas ennuyée quand même? Non. Ça va, même en confinement, tu t'es pas ennuyée? Non, je me suis pas ennuyée. Voilà. Tes frères et sœurs étaient là, oui. Voilà, et ta famille aussi t'ont accompagnée. Et si on devait parler bien sûr de cette crise sanitaire, tu la vois comment aujourd'hui?
Vraiment, T'en as eu peur au départ, le virus, quand t'as entendu parler de ça? Oui. T'as suivi l'actualité? Oui, j'ai suivi l'actualité. Je voyais beaucoup la télé. D'ailleurs, moi, je vois la télé. Je vois tout le temps la télé, j'aime bien. Et je change de chaîne, voilà, et je trouve mes télémasques et tout. Au début, je comprenais pas vraiment. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a d'abord en Chine, puis c'est venu. C'était vraiment un chamboulement et tout. Et là, on m'a fait comprendre, ma maman m'a fait comprendre, mon père, mon entourage et tout. Mes grands-parents m'ont fait comprendre par le téléphone. Ouais. On dit attention, ne sors pas. Surtout ma grand-mère. Ouais, elle est inquiète. Inquiète, très inquiète. Elle te regarde là aujourd'hui? J'espère, oui. Je leur ai dit. Voilà. Hier. Voilà, et ben, dorénavant, ils vont te suivre dans Bonjour d'Algérie, puisque tu feras une rubrique et tu parleras donc des enfants, de l'univers des enfants. Et à chaque fois, tu vas nous raconter quelque chose autour donc, de l'enfance. Oui, Inch'Allah, oui. Inch'Allah, la prochaine fois, ça sera quoi? Aujourd'hui, ça a été la musique. La prochaine fois? Le théâtre. Ouais. On essaye, je sais pas. Oui. D'accord. Très bien. En tout cas, tu programmeras ça avec nous. Oui. Et puis, on aura l'occasion donc d'inviter les enfants à nous suivre, inviter les enfants aussi à faire pareil que toi, avoir une passion et pratiquer, par exemple, de la musique, du sport et plein d'activités en parallèle des études. Oui, car vraiment, ça nous... Comment dire, ça nous évolue, ça nous développe et vraiment, moi, j'aime bien ça. J'adore ça. Je suis passionnée par la musique, par le théâtre, par les activités sportives et tout. Tu auras une musique, une chanson à nous chanter en terminant? J'ai préparé ça, oui. D'accord, c'est quoi? Alors je dirais Yala Chalfetten. Peut-être. Et qu'est-ce que tu dis aux téléspectateurs qui vont te retrouver la semaine prochaine? Et tu leur dis aujourd'hui merci de nous avoir suivis? Voilà, merci de nous avoir suivis et à la prochaine, Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup Maïssa Bellaroussi. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir et de bavarder avec toi, parler de musique, parler de cet univers donc, qui nous entoure. On se dit à la semaine prochaine déjà. À la semaine prochaine, oui. Voilà. Et ben, toi, tu vas commencer à jouer. Moi, je vais remercier les téléspectateurs. Vas-y. Ok. Alors, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère qu'en tout cas que vous avez apprécié cette émission parmi nous. En tout cas, on continuera à être là pour vous et dès demain, bien sûr, à partir de 8h30, on sera là avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Bonne journée à vous tous et merci de nous avoir suivis. On se quitte avec Mélissa, Maïssa. Générique qui passe et on a terminé l'émission et on t'a écouté chanter aujourd'hui. Merci beaucoup. Bravo.